filles, en compagnie de Riyad Belkhedim. Comme chaque dimanche matin, il est là. Il attend bien sûr de présenter sa rubrique. Nous allons beaucoup parler bien sûr donc de l'actualité sportive avec lui. Bonjour Riyad. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Comme un dimanche. Comme un dimanche matin, on parlera cette fois-ci de tennis et pas que de football. Mais bien sûr, on y reviendra puisqu'il va y avoir aussi la Ligue, c'est cela, donc de sport, donc de la Ligue des Champions. JSK, MCA, on reviendra sur ce match. Et bien entendu, bien d'autres rencontres aussi intéressantes. Nous aurons aussi le plaisir de parler d'une campagne initiée par la DGSN. Nous aurons à cet effet un commissaire de police sur notre plateau pour nous parler de l'importance de cette campagne de recrutement donc, à partir donc, de la DGSN. Nous aurons également Samira Hadjarmal dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera bien sûr d'un système oasien des gorges du Rumet, du Groufi et Oued Lebbiad. Bien entendu, elle reviendra à travers ces vestiges donc, du patrimoine. Nous aurons également aussi une créatrice de bijoux pour nous rappeler encore une fois le rendez-vous qui a été donc lancé hier, c'est le 18, ça s'est passé à la Villa Boulkine, le musée donc, de l'Afrique. Il s'agit donc du festival de la création féminine qui est à sa 10e édition. On aura le plaisir donc, de la rencontrer et parler aussi donc, de ce beau rendez-vous. Une artiste sera parmi nous, Lila Borsali sera là, elle va nous parler donc, de son concert qui aura lieu le 21 à l'Opéra d'Alger. Une belle actualité musicale qui nous attend. Et puis on terminera aussi avec Fella Benour dans sa rubrique surtout l'actualité des Algériens à l'étranger. Elle reviendra sur le 17 octobre. Et Yazid Ait Mahidine également sera parmi nous également pour nous parler de l'actualité. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et je vous laisse tout de suite en compagnie donc de Amine Babylone. Babour, on se retrouve juste après. يا بابور وإذا طولنا الغياب تلقى الجارة عند الباب قول لها الخاطر مشروع يا بابور وينهم الأخوات والأصحاب ماما وبابا وما لقيت جواب والطير جناحه مكسور حاجيتك يا حبيبة ما جيتك ماشي بيدي خليتك لا تردي عليا اللوم يما الحنينة فينك على خدي حاطي ايدك مسحي دمعة العيون كيف حالة يا احبابي صحابي والجيران في الكارتي قهوة بالدخان والياسمينة وسط الكور كيف دار ماني اللي بقوا فيها غير حيطان قالوا لي بدلت العنوان ووليدك قاطع البحور يا بابا وسهرنا على كاس الروم ودخنا مرة بكينا ومرة ضحكنا على ظهري والميمون وشربنا في الذكريات حوسنا علي كان مونسنا ايامات الغرقة والبالون حكينا على البلاد البحر المرسى والصياد الحومة مليانة أولاد والرقدة في البلكون في راسي شيبات كل شيبة تحكي حكايات كاين الهجر كاين اللي مات وانا في الماضي مسجون يا بابا وإذا طولنا الغياب تلقى الجارة عند الباب كلها الخاطر مشروع يا بابا منهم الأخوات والأصحاب ماما وبابا وما لقيت جواب والطير جناحه مكسور J'espère que vous avez apprécié cette belle chanson, donc toute nouvelle donc, de Amine Babylone. Et Riyad ne va pas dire le contraire, puisque lui aussi, il était vraiment, il a bien apprécié, n'est-ce pas Riyad? J'aime bien, c'est un très bel artiste. Je ne connaissais pas cette chanson. Ouais, nouvelle. Grâce à notre script Amira, qui nous l'a fait découvrir. C'était un prénom féminin, je crois, son grand succès à l'époque. Oui. Quelqu'un va vous le dire à l'oreillette. Zina, Yazid. Voilà, merci. Il n'y a personne qui m'a dit, hein. Je me suis rappelé quand même. Et là, je crois que c'est Ababour, c'est un bel artiste. Voilà, un très bel artiste. En tout cas,
belle chanson. Eh bien, tout de suite, on va parler de sport avec Riyad Belkhadim. Il vaut mieux. Alors, lui est incollable en sport, heureusement. D'ailleurs, il m'a rappelé qu'aujourd'hui, en fait, on va parler de Ligue des champions d'Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une Ligue des champions d'Afrique, une Oui. Ligue des champions d'Europe et une Ligue des champions d'Asie que Mahrez a remporté d'ailleurs l'année dernière avec son club saoudien. Donc toutes les compétitions sont sous l'égide de leur confédération, de leur confédération continentale et bien sûr chapeautées par l'instance fédérale internationale qui est la FIFA. Et l'Algérie a 2 représentants dans cette compétition qui est la Champions League. Très bien. Bon, alors on a appris nos leçons aujourd'hui. Très bien. Alors on a travaillé un petit ping-pong au départ, alors on va y aller. Allez. Voilà, on sait juste que Mouloudia a joué en Tunisie. Va jouer. Aujourd'hui, la JSK a joué vendredi. Je sais, c'est dur. C'est le métier qui rentre, c'est pas grave. Ouais. Alors, mais le score est éloquent, hein. Ça va faire plaisir à Yazid. D'accord. On sait que la JSK a joué. Et a gagné. A gagné contre Sfax. Sfax. Contre Monastir. On va y arriver. Allez, la JSK qui a réussi un superbe score 3-0, c'était à Sfax. On va regarder quelques images. Allez, on va me dire que si les images sont parties. Oui. Elles sont parties. Voilà, ça c'est le public de la JSK qui a fait le déplacement. Ils étaient vraiment nombreux. Magnifique, ils ont encouragé. C'est parti très vite avec 3 buts. D'abord, l'ancien Smith m'a dit Madreb, regardez cette frappe super pleine lucarne. Ça fait 1-0. Et puis la JSK va dérouler, va dominer ce match. 1-0 et puis 2-0. Regardez ce magnifique centre au cordeau et balle le gardien. Ça fait 2-0. Et puis le 3e but, ça va être signé par Babacar Sall. On regarde cette action, le super arrêt de Hadid, néo-international avec Bouguera. Et puis Babacar Sall, le voilà, il trompe le gardien, ça fait 3-0. Une copie parfaite, clean sheet pour le gardien Hadid. Ça commence très fort pour la JSK en compétition continentale, vous le savez. C'est probablement un des plus grands clubs sur le continent. 3 coupes de la CAF pour la JSK Billy qui renoue avec la Champions League. La JSK même au plus bas, il y a quelques années, avait joué une finale de Coupe de la CAF et là elle revient au très haut niveau. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné en Tunisie avec un score aussi lourd. Ouais. Le gardien de but n'était pas content par contre. C'est normal quand on prend une petite année. Et Monastir a un petit stade, donc Monastir ne peut pas accueillir à Monastir. Et vous l'avez vu, ça c'est le stade de Sfax. Et le retour au stade Hussein Aït Ahmed dans le Collet maintenant, c'est probablement le stade le plus beau et le plus chaud du pays. On ne va pas faire de jaloux, mais c'est un très beau stade. Voilà. Okay, avec les supporters qui sont toujours au rendez-vous. Qui ont fait le déplacement. Tous ne sont pas rentrés. Et revenir, c'était magnifique. Tous ne sont pas rentrés au stade parce qu'il y avait 1000 tickets vendus seulement, mais ils se sont débrouillés pour faire basculer la balance en faveur de leur club et le 12e homme à compter. Vous l'avez dit, le Mouloudia joue ce soir et il joue où? Il joue au Cameroun. Il joue au Cameroun. Elle allait dire en Tunisie, au Cameroun, contre Colombes. C'est pas le plus connu des clubs camerounais. Le MCA ne devrait pas avoir trop de soucis pour essayer de ramener un bon résultat avant le match retour au stade à Lille-la-Pointe du Mouloudia d'Alger. Alors, on va rester avec les compétitions africaines. ML et 2 autres matchs à suivre aujourd'hui pour nos 2 représentants. Cette fois-ci, c'est la Coupe de la CAF. C'est la 2e compétition du continent. L'Algérie l'avait remportée il y a 2 ans par l'USMA, souvenez-vous. Et l'USMA qui joue encore cette compétition, elle est qualifiée. Les USMistes vont jouer contre les Ivoiriens, les académiciens du FAD. C'est ça le nom du club, l'Académie du FAD. Et puis le CRB, lui, au même moment, est à Conakry, en Guinée, pour affronter un grand d'Afrique. Il est connu. Il avait notamment pour les plus anciens, pour être gentil, se souviennent, ils avaient affronté le Mouloudia en 76, le grand Mouloudia de Batrouni, Bachi et consorts. Et Hafia Conakry avait perdu cette finale contre le Mouloudia d'Alger. Et le Hafia qui accueille donc le CRB qui entame, après 4 ans de Champions League africaine, qui entame la C3 avec ce match face au Hafia Conakry. L'enjeu pour tous ces clubs, que ce soit en Champions League ou en Coupe de la CAF, c'est de rejoindre la phase de poule. Alors, il y a eu un premier tour préliminaire. Les Algériens sont passés au Lamal. 2e tour préliminaire. Après ce tour, ils vont être reversés au groupe
Et le groupe, c'est un autre tournoi, c'est un mini-championnat. Alors que là, c'est des éliminations directes, c'est un mini-championnat. Et puis, les deux premiers sont qualifiés pour le dernier carré, les demi-finales. Et les quarts de finale et demi-finale, c'est le plus important pour les Algériens, c'est d'aller le plus loin dans cette compétition où il est très compliqué hein, de le remporter. Le Moudia l'a remporté lors d'un autre siècle, on va dire en 76. L'entente de Sétif a remporté ce tournoi et on espère que un de nos représentants, la GSK ou le Moudia, auront plus de chance cette année. Il faut dire qu'un calendrier est vraiment très chargé, hein, le calendrier donc, des équipes. Alors, le calendrier, c'est un peu compliqué pour la Ligue, pour organiser le championnat. Alors, il y a eu le championnat ce week-end, avec bien sûr les matchs des représentants africains exempts. Donc, il n'y a eu que 1, 2, 3, 4 matchs sur 8 joués ce week-end. On va voir quelques images de ce week-end. Je vais vous donner les résultats partiels de cette 8e journée, parce que c'est la 8e. Alors, on va voir les matchs dans quelques instants. Vendredi, donc, Akbou l'a remporté face à Al-Bayed, 1-0. Et là, vous le voyez, c'est au stade du 20 août, Ben Aknoun contre Constantine, et super barré de Bouhel Faya, l'international, mais en 2 temps. Ben Aknoun réussit à marquer et l'emporter 1-0. Et puis, le grand choc, le derby de l'Ouest, entre le MCO et Saoura, score hitchcockien. Alors le MCO menait au stade de Miloud Hadfi, 1 but partout. Il fallait attendre le temps additionnel, fin de match, on l'a joué la 92e ou 93e minute de jeu. Penalty, VAR, donc penalty accordé pour Saoura qui arrache le match nul, 1 but partout. Je le disais, 1-0 donc pour Ben Aknoun face au CSC. Et puis la veille, l'Olympique Akbou, je vous le disais, l'a remporté face à Al-Bayed 1-0. Et enfin, l'Espérance de Mostaganem qui a perdu à la maison, au stade Opov de Mostaganem, qui a perdu 1-0 face à son voisin. Il n'y a pas grand-chose entre Chlef et Mostaganem, une petite heure de route très sympathique. Belle route hein, entre Chlef Rélizen et Mostaganem, c'est pas très loin. Quand je vois énumérer tous ces clubs, je me dis nous avons un grand pays, donc beaucoup de clubs, ce qui fait aussi un emploi du temps très chargé pour bien sûr organiser tous ces matchs. C'est bien que vous le dites, parce qu'avant le championnat, c'était centre avec de grands clubs, 1 ou 2 grands clubs à l'est, 1 ou 2 grands clubs à l'ouest. Maintenant, c'est vraiment tout le territoire national parce qu'il y a déjà Saoura qui sévit depuis plusieurs saisons et qui est devenu un habitué de la Ligue 1. On en a beaucoup parlé. Hein, et là, Louis VII, après Béchar, c'est Ouargla qui monte en Ligue 1, donc 2 clubs du Sud. Donc, c'est juste ce que vous dites, c'est vraiment un championnat où parfois les déplacements, c'est des milliers de kilomètres. Alors, imaginez par exemple Ouargla qui va jouer du côté de Constantine, ça fait quelques bornes. Exactement, voilà. On va parler de tennis. De la petite balle jaune de tennis avec le tournoi international junior J30 qui s'est déroulé à Ben Aknoun, à Alger. C'est le centre fédéral de la Fédération algérienne de tennis. Et on a eu une petite perle, Mélissa Rim Ben Ammar Kerfah, qui s'est hissée en finale, mais malheureusement, elle s'est inclinée face à l'excellente estonienne. Alors, je vais essayer de la prononcer correctement. Elisaveta Astafjeva, je ne sais pas si on prononce bien, mais en tout cas, je suis sûr qu'il prononce beaucoup mieux que moi. C'est Ramzi Mhamdi qui est revenu avec ce compte-rendu. On le regarde. Le niveau de la balle jaune avait rendez-vous avec le tournoi international ITF Junior J30, un concours qui a vu la participation des tennismen de 12 pays, notamment de l'Estonie, dont la représentante a décroché 2 trophées en double et en simple devant l'Algérienne Ben Ammar qui n'a pas démérité. Je suis très heureuse, c'est la première fois que je viens en Algérie. De plus, j'ai gagné en double et en simple. J'ai apprécié le climat en Algérie ainsi que l'organisation qui a été parfaite. J'aime vraiment l'Algérie. They're really positive and I really like that I came here. So j'ai essayé de faire mon maximum, j'ai perdu mais ça va m'apporter beaucoup d'expérience. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux. La semaine prochaine j'aurai un autre tournoi ici, un J60. Ça m'apportera une leçon. Et la semaine passée j'ai joué à Bouferric, j'ai perdu au quart contre une bonne joueuse qui vient de Roumanie. Ce tournoi il était bien, l'ensemble était bien, les terrains, l'organisation, tout, les joueuses, il y a eu 11 nations, ils jouaient tous très bien. J'ai joué mes 3 derniers matchs vraiment durs, mais j'ai essayé de faire mon maximum. J'ai joué demi contre une Française, quart contre une Tunisienne, et voilà.
Pour ce tournoi, le GS30 d'Alger, il y a eu 23 joueurs algériens entre les filles et les garçons. Il y a eu une très bonne participation de nos joueurs et joueuses. C'était satisfaisant, on est content de résultats et on aimerait avoir mieux la prochaine semaine, Inch'Allah. Le tournoi qui a permis aux jeunes tennismen algériens de se mesurer aux grandes nations du tennis était également une occasion à un bon nombre de participants d'admirer l'Algérie. Il y avait une très bonne organisation, les juges ont été impartials, tout le monde a été aux petits soins avec nous. C'est ma première visite en Algérie, c'est une très belle expérience, les gens sont très gentils, j'espère y revenir une nouvelle fois. C'était ma deuxième participation au Ben Aknoun Tennis Club. C'était magnifique, comme toujours. L'Algérie, c'est mon deuxième pays. J'aime trop l'Algérie et j'espère la visiter encore une fois. Joindre l'utile à l'agréable, un pari réussi pour les organisateurs de ce tournoi qui aspirent à mettre en place les mécanismes pour une relève du tennis algérien. Voilà, beau, en tout cas, quand c'est beau de voir des championnes comme ça réussir. Voilà, on a vu la championne, l'estonienne et notre algérienne, Melissa Alim Ben Aman. On a reconnu bien évidemment notre ancien champion, qui est devenu maintenant capitaine de l'équipe nationale, Abdelhak Hamr Al-Ain, qui chapeaute les deux équipes. Alors, en tennis, capitaine, ça veut dire entraîneur national. Hein. C'est le terme pour désigner le coach. Et c'est un bon tournoi. Hein. Et puis, on a vu également des tenniswomen, des athlètes tunisiennes. On a reconnu une tunisienne, une égyptienne, une d'ailleurs qui disait, elle n'a pas dit Barcha, mais elle a dit. Voilà, on a compris. J'aime beaucoup l'Algérie. Il y avait l'égyptienne aussi, on a pu reconnaître son accent. Voilà, et c'est bien de se frotter déjà à ce niveau, hein, parce que c'est des juniors, elles sont encore jeunes, elles n'ont pas 18 ans, et pourquoi pas. C'est-à-dire, plus vous en faites des tournois, plus bien sûr c'est bon pour votre carrière, pour bien sûr travailler. C'est un système de points, et l'ATP et l'ITF ou la WTF, la World Women Tennis Federation, parce qu'il y a le tournoi féminin et le tournoi masculin. Plus on garde de tournois officiels, plus on marque des points, plus on monte dans le classement mondial. C'est important. Et s'affronter bien sûr avec d'autres niveaux, c'est clair. Voilà. C'est important. C'est vrai que nous sommes à un niveau moindre, il faut beaucoup de tournois. Oui, il faut parfois, on en parlait en off tout à l'heure, vous et moi, ML, c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Hein. Le football, il suffit d'un ballon et de pousser, d'un terrain vague, et puis on commence à s'entraîner. Mais pour le tennis, il faut du matériel, il faut une raquette, voire deux, il faut des cordages. Les cordages, les travailler, les réparer à chaque fois, parce que taper sur une raquette, ça abîme les fils. Donc, tout à fait. Donc voilà, il faut jouer dans un club. Et ensuite, une fois qu'on a marqué beaucoup de points et on est classé, il faut rester en forme, il faut se faire inviter. On appelle ça des wild cards, c'est-à-dire que quand on n'est pas qualifié, on est reconnu et parfois, même si on n'est pas qualifié, on reçoit des invitations pour aller se frotter au meilleur. Parfois, il faut s'offrir un entraîneur personnel et ça coûte cher. Il faut avoir un bon terrain, il faut que les balles rebondissent parce que sinon, ça y est, ça ne marche plus. Vous connaissez en terre battue? Un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Riyad. C'est moi. Donc, comme tous les dimanches, très ravi d'être là. C'est gentil, c'est gentil. Et puis on félicite aussi notre équipe en fait. Aussi, on rappelle que l'actualité. Ah oui, l'euphorie n'est pas retombée. Ouais, Mohamed Amoura termine meilleur buteur de qualification. 10 buts derrière Mohamed Salah, l'Égyptien. 9 buts. Voilà, avec 4 passes décisives. Voilà. Et pour l'anecdote, il y a 2 internationaux algériens qui se sont affrontés ce week-end en Bundesliga. Donc le deuxième va me revenir, mais les deux se sont affrontés. Ben Sebaini, lui, malheureusement, n'a pas pu jouer avec son club ce week-end. Mais tous les joueurs doivent être affûtés. Prochain rendez-vous, date FIFA, ce sera en novembre en Arabie Saoudite. Match amical Algérie-Arabie Saoudite. Ou plutôt l'inverse. Arabie Saoudite, Algérie. Parfait. Merci beaucoup Riyad. Prochaine actualité avec le sport? C'est ce soir, 18h, avec Hakim Keshloud. C'est bien parce qu'il va me taper sur les doigts si j'oublie. Ah ben voilà, ça y est, le rendez-vous est donné. Hakim Keshloud et Sarah Derbel. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée Riyad. On continue Octobre Rose, c'est toujours d'actualité, bien entendu, avec ce reportage signé Maïssa Le Bouahla, qui nous fait donc découvrir cette campagne et surtout cette belle organisation assez défolle. Ça s'est passé. On se retrouve juste après. Plus qu'un simple rassemblement, cette journée a été un véritable appel à la prévention de la part des membres de cette association qui ont mis leur passion au service d'une cause qui touche toutes les femmes.
Nous, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. On voulait partager notre passion. Vous allez me dire pourquoi? Ben, je vais vous dire que c'est vrai, en ce moment, on est en train de militer pour essayer de pousser les gens à aller vers un dépistage précoce. Mais nous, on essaye de pousser les gens à vivre bien pour ne pas justement que cette boule n'apparaisse un jour. Mais on s'est dit, on va aller sur le terrain à la rencontre des gens, à la rencontre des dames, des demoiselles, pour justement avoir avec soi, en partenariat avec des médecins et des docteurs en scénologie, qui vont devoir partager leur expérience sur au fait, le dépistage et sur le traitement post-opératoire pour justement sensibiliser les gens que cette maladie peut atteindre tout le monde. Dans une ambiance conviviale et pleine d'énergie, médecins, associations et participants se sont réunis pour rappeler qu'un geste simple, celui du dépistage, peut sauver des vies. Au courant de l'année, on rencontre beaucoup de cas concernant les différents cancers. Et le cancer le plus propagé actuellement, c'est le cancer du sein. Et dans la campagne de sensibilisation pour le mois d'Octobre Rose, on essaie de faire de notre mieux afin de véhiculer l'information un maximum à notre chère communauté. Un message essentiel que les organisateurs ont voulu faire passer à travers des activités sportives et des échanges autour du bien-être, de la santé et de la solidarité. Pour certains, ils se disent que les opérations de sensibilisation peut-être ne donnent pas vraiment de résultats. C'est ma 15e année de sensibilisation et je me dis qu'à chaque opération de sensibilisation, on a au moins 5 personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient atteints du cancer du sein et grâce à la sensibilisation, ils vont directement voir leur médecin pour faire une mammographie et Dieu merci, ils arrivent à avoir un dépistage précoce où ils peuvent réellement se soigner sans perte de vie tout simplement. C'est bien déjà qu'on puisse en parler, que ça soit démocratisé, comme on dit, qu'il n'y ait pas de tabou dessus, qu'il y ait moins de crainte, qu'on ait espoir de guérir, que ça soit plus une fatalité. Parce que c'est ça, c'est plus une fatalité, qu'il y a toujours des opportunités, des solutions et bien sûr la prévention reste le meilleur moyen de se porter bien. Au bout du compte, cette journée n'était pas seulement un élan de solidarité, mais un message d'espoir. Se sensibiliser, c'est apprendre à se protéger et c'est déjà un grand pas vers la vie. Voilà, de retour sur le plateau, eh bien ça continue, bien sûr, octobre continue, les actions aussi continuent des bénévoles, le monde donc, médical continue aussi à sensibiliser autour donc, du cancer du sein et c'est octobre, il faut en profiter, il faut aussi encore plus médiatiser. Cette fois-ci, c'est la DGSN qui fait aussi une campagne, bien sûr, à sa façon, surtout pour le recrutement, une campagne de recrutement à cet effet. Nous avons un commissaire principal sur notre plateau, Monsieur Mansour Hamdani, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Voilà, vous êtes là pour nous parler donc de cette campagne qui a débuté le 12 octobre. Oui, effectivement. Oui, qui va s'étaler jusqu'au 30. Hein. Oui, effectivement. Donc en exécution du programme de recrutement établi au titre de l'année 2025, afin de renforcer les services de police sous l'égide des hautes instances, la DGSN a entamé une opération de recrutement. Comme vous avez dit, elle a débuté. Les inscriptions ont débuté à partir du 12 jusqu'au 30. Voilà, jusqu'au 30. Alors, c'est une large campagne sur tout le territoire national, bien sûr, pour encore une fois renforcer les services donc, de la DGSN, de la police nationale. Et encore une fois, on va parler un petit peu des critères plutôt des conditions de recrutement, c'est-à-dire l'admissibilité donc, de cette frange donc de la société qui veulent rendre service à son pays. Oui, effectivement. Donc les conditions, nous avons des conditions générales qui sont avoir une nationalité algérienne d'origine, jouir de tous les droits civiques, avoir un casier judiciaire vierge, être en situation régulière vis-à-vis du service national, avoir une taille supérieure à 1,70 m pour les candidats et 1,65 m pour les candidates. Donc, avoir une acuité visuelle
des deux yeux de 15 sur 20 et de chaque œil de 7 sur 10 sans correction. Donc, ensuite, nous avons les conditions particulières. C'est de justifier la troisième année secondaire, toute branche, bien sûr. Ensuite, nous avons l'âge. L'âge, il y a du nouveau. Oui. Donc, l'âge, auparavant, c'était de 19 à 25. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 27? Oui, exactement. Donc j'invite les jeunes de cette tranche d'âge à participer. Parce que c'est une opportunité à ne pas laisser passer. Exactement. Alors aujourd'hui, vous êtes chez nous. J'imagine que la campagne a débuté depuis le 12, donc de ce mois. Vous êtes partis un petit peu partout, les radios, les réseaux sociaux, les journaux? Oui, les journaux. Bon, on a un placard publicitaire au niveau des journaux. Enfin, sur les journaux. Aussi, on a le site de la DGFP, le site de la DGSN et les pages officielles de la DGSN aux réseaux sociaux. D'accord. Alors, comment est-ce que les candidats vont devoir donc déposer leur candidature? Où vont-ils les déposer? Comment ça va se faire? Oui. Bon, sur ce, il y a deux étapes. La première étape, elle va se dérouler au niveau des bureaux de recrutement local. C'est-à-dire au niveau des sûretés de Wilaya et des sûretés de Daïra. Il y a un staff administratif qui va les accompagner. Donc, ils vont déposer un dossier allégé, et ils vont subir une visite médicale sommaire, une entrevue d'embauche. Ensuite, ils se verront attribuer le titre de candidat. D'accord. Parce qu'auparavant... Il y a comme une présélection. Voilà, c'est une présélection. D'accord. Donc, quand ils ont le titre de candidat, ils se verront attribuer un récépissé de dépôt et seront invités à passer à la deuxième étape. D'accord. La deuxième étape, ça se passe au niveau des écoles et des centres des URSS. D'accord. D'accord. C'est des centres, c'est des écoles. Oui. Donc, à ce niveau-là, ils vont subir une visite médicale approfondie, une visite psychotechnique. C'est important. Oui, très bien. C'est pour profiler c'est-à-dire, c'est pour savoir si le profil du candidat est en coordination avec les missions de police. Exactement. C'est ça. La mission de police est très, très importante. Exactement. Voilà, il faudra justement faire un bon choix. Exactement, c'est ça. Donc, ensuite, après cela, ils vont passer une épreuve écrite. Ces deux matières, histoire géo et culture générale. Oui. Après cela, ils vont passer une épreuve sportive, passer avec succès toutes ces épreuves. D'accord. Le candidat est admis. Très bien. Est admis, il va commencer à faire ses classes, j'imagine. Donc, bien sûr, tout dépend de l'orientation aussi. Quand il est admis, donc il est invité à suivre le stage de formation, à rejoindre le stage de formation. Alors le stage de formation, il est constitué il est constitué de deux parties, partie théorique et partie pratique. D'accord. La partie théorique, c'est un programme pédagogique concernant, englobant les matières professionnelles, et la partie pratique, c'est comment dire, elle se passe au niveau des services de police. D'accord. C'est comme un stage. Un stage, oui, voilà. Exactement. Voilà. Pour avoir les côté, réflexes de police, bien exactement. Sûr, bien sûr. Et quels sont les postes que vous avez ouverts pour cette campagne? Comment ça? Des postes, c'est-à-dire d'officiers, de jeunes? C'est le poste d'agent de police. Agent de police, d'accord. Agent de police féminin et masculin. Très bien, très bien. Donc la campagne, ça y est, elle a débuté. Certains candidats ont déjà déposé. L'étape donc d'acceptation est finie. Tous les dossiers ont été fournis, donc la carte, la pièce d'identité, un dossier, un formulaire à remplir, j'imagine. Oui, un formulaire qu'on trouve facilement, on peut le télécharger au niveau du site
algériepolice.dz. D'accord. Un certificat de résidence aussi Oui, pour un chaque... certificat de résidence, aussi un certificat de toise, de photos, une nationalité. Oui. Donc, la pièce justificative de la situation vis-à-vis du service national. Donc, c'est à peu près ça, et des certificats médicaux. Très bien. Donc, c'est à peu près... Voilà, tout ce qu'il faut. Oui. En tout cas, le défi donc, de cette campagne, c'est encore une fois élargir le nombre d'agents de sûreté ici sur tout le territoire national. Ben oui, c'est cela. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et donner la chance aux jeunes aussi de pouvoir avoir un emploi. Oui, justement, être policier. Oui. Ça a toujours fait rêver les jeunes, les enfants, surtout. Bon, être policier, c'est participer activement à la sécurité et au bien-être du citoyen. Aussi, c'est avoir une carrière dynamique et évolutive. Oui. Dynamique et évolutive. C'est-à-dire on a un éventail de spécialités auxquelles on a accès. Donc, aussi, être policier, c'est avoir un rang social. Être policier, c'est appartenir à un corps d'élite. Donc, être policier, c'est un métier de passion et de vocation. C'est ça. C'était votre rêve, à vous, étant jeune, petit? Ben oui, non. J'imagine, aujourd'hui, vous en êtes un exemple. Aujourd'hui, vous donnez exemple à beaucoup de jeunes, d'enfants surtout, parce que c'est les enfants qui viennent vers vous, qui courent vers vous, qui viennent vous embrasser, j'imagine. Et par la suite, bien sûr, c'est un savoir, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est donner l'exemple, être au service du citoyen. C'est le plus important. Exactement. Voilà. En tout cas, j'espère que tous ces candidats vont répondre à toutes ces conditions que vous avez donc émis au sein de cette campagne. La campagne a déjà commencé, elle va s'étaler jusqu'au 30, donc vous aurez la chance donc de pouvoir accéder à cette noble mission qui est d'être agent donc de police. En tout cas, vous serez là pour donner toutes les informations nécessaires. Vous avez tout expliqué. Un dernier mot peut-être pour vous? Un dernier mot, c'est que je recommande vivement aux jeunes de la tranche de 25 à 27 ans de participer. Et bonne chance pour tout le monde. Voilà, bonne chance pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est la première fois que vous participez avec nous. Oui, exactement. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres missions. Vous représentez aussi, vous êtes cadre au niveau de la direction des ressources humaines au niveau de la DGSN, commissaire principal. Merci beaucoup, Monsieur Mansour Hamdani. À très bientôt. Voilà. On continue, je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix, celle de Lila Boursali, avant de pouvoir la recevoir sur notre plateau. محبوبي تاج الباهي زينك ما يقع كل زين
La magie fait que nous l'avons sur notre plateau. Lila Boursali, bonjour. Bonjour, j'ai pas beaucoup changé. Non, du tout, toujours belle, et toujours élégante et toujours sympathique sur nos plateaux. On a donc plaisir à vous recevoir. Et là, pour une belle actualité, c'est la rentrée, bien sûr, donc de la musique andalouse, c'est ça? C'est notre fameux événement de la rentrée qui s'appelle donc la rentrée en Nouba. On est à la 11e édition. L'année dernière, nous avions fêté nos 10 ans avec la sortie du nouvel album Massar, donc qui parle d'un parcours. Et cette année, pour commencer, je l'espère, cette deuxième dizaine, on a voulu cette édition en hommage à nos maîtres. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé Watar wa Wafa fi Hadrat Shuyukh. Et on a voulu rendre hommage, un hommage particulier à Cheikh Boukli de la ville de Tlemcen et Cheikh Khaznadji d'Alger. Malheureusement, Cheikh Khaznadji a perdu son épouse hier. Il sera donc la yarhamha. Il ne sera pas parmi nous. Mais bon, ceci dit, ça ne nous empêche pas quand même de lui rendre hommage. Bien sûr, rendre hommage à tout, par ce biais, rendre hommage à tous ceux qui ont fait donc, la préservation donc, de cette musique savante, et surtout qui ont su la véhiculer à d'autres jeunes tels que vous aujourd'hui. Vous la portez à votre façon, vous la portez aussi à votre tour, et vous en faites un beau flambeau. Oui, tout à fait. Ces maîtres ont donné leur vie pour ce patrimoine, pour nous, pour qu'on puisse nous chanter ce patrimoine. Je parle des maîtres que nous connaissons aujourd'hui, mais tous les maîtres qui ont traversé les siècles nous ont légué ce patrimoine. Certains ont fait de la formation, d'autres ont fait des enregistrements. Si on parle de Cheikh Boukli, il a formé des générations et des générations. Il a donné des conférences. Il est aussi fabricant d'instruments. Il analyse la musique andalouse. Il a un regard plutôt moderne sur la musique andalouse, ou en tout cas pas une relation juste passionnelle, mais vraiment une relation d'analyse envers le patrimoine. Quant à Cheikh Khaznadji, il n'est pas à présenter. Il a enregistré des dizaines, je dirais des centaines pas que de Nouba, mais de morceaux. Voilà, donc ce sont deux sommités à qui il faut... Enfin, ça reste des exemples pour nous, et ils représentent tous ces maîtres qui nous ont légué donc ce patrimoine. Alors ça va se passer donc le 21 à l'Opéra d'Alger, une belle soirée bien sûr, où vous allez aussi chanter avec tout l'ensemble donc de l'orchestre. Oui, votre orchestre. Oui, je serai accompagnée avec de mon orchestre sous la direction de Madame Leïla El-Kébir, comme toujours. On la salue, qui est toujours là dans les coulisses, qui travaille, qui s'inquiète de tout. Je suis très fidèle, exactement, et je suis très fidèle à mon groupe, et évidemment à ma chef d'orchestre, et qui est donc aussi ma manager, donc qui s'occupe aussi de ma carrière. Et donc voilà, c'est un travail, en fait, c'est ça qu'il faut se donner le temps de construire un travail. C'est un travail qui ne se construit pas en une année ou deux. Tout à fait, c'est des bases. Ce sont des années de travail. Et aujourd'hui, je suis très fière de cette 11e édition, surtout que cet événement, donc la rentrée en Nouba, a été vraiment un événement qui a été mis au point par Leïla El-Kébir depuis déjà donc 11 ans. Comme tout le public le sait, on aime bien que le public vienne dans des conditions où il rentre dans un monde particulier, et à chaque fois on présente un thème différent. C'est ça. Vous innovez à chaque fois, c'est toujours une histoire que vous leur racontez sur scène. C'est et le costume, et l'aura, et la musique, et le chant. Tout doit être un ensemble pour un spectacle bien déterminé. Ainsi que le décor. Cette fois-ci, on sera sur le décor d'Al-Han wa Shabab, parce que voilà, le décor est là sur la scène de l'opéra, et on a dû faire avec. Mais c'est vrai que d'habitude, on a toujours un décor en particulier fait par des artistes. Et donc, on essaye de toucher à toutes les disciplines. C'est un ensemble, hein, c'est un travail commun que vous faites à chaque fois pour présenter un
un spectacle. C'est pourquoi on dit spectacle. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tous les spectacles que nous présentons ont, comme vous l'avez dit, une thématique en particulier. La rentrée en Nouba aussi, à chaque année, on présentait une thématique différente, liée au texte ou alors liée soit à la préservation, à la modernité de la Nouba. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on fait une thématique complètement différente, qui est donc en hommage au maître. Voilà, au maître. Vous nous avez habitués à voyager à travers donc différents pays et surtout où la musique a voyagé également. Oui, tout à fait. On essaye aussi de faire voyager les gens ici, mais aussi de faire voyager la musique à l'extérieur du pays. Nous avons présenté nos spectacles dans différents pays où on a rencontré la diaspora algérienne, bien sûr, mais pas que aussi, parce qu'on a besoin aussi d'expliquer notre musique au monde. Il ne s'agit pas juste de la nostalgie, mais notre musique a un poids. Notre musique est une musique scientifique, c'est une musique qui est étudiée, donc on a besoin de l'expliquer aussi, et on a besoin que les gens qui ne sont pas liés à cette musique de manière nostalgique puissent aussi adhérer à notre musique et la comprendre. C'est très bien, c'est ce que vous dites justement, c'est de comprendre, véhiculer cette musique pour la faire apprécier par un grand nombre donc, de personnes qui pourraient peut-être aussi la découvrir et travailler sur ces textes-là, encore une fois. Parce que beaucoup de personnes travaillent sur les textes, sur la Nouba, la composition de la Nouba, et pouvoir mieux la préserver. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment donner ce côté un peu plus académique et plus scientifique à la musique andalouse parce qu'elle l'est. Et puis un petit peu, peut-être que quelquefois, nous avons retrouvé un côté un petit peu plus folklorique, ce qui n'est pas une très bonne chose à mon sens. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre la musique andalouse sur son piédestal. Et puis l'expliquer de manière scientifique, ce qui nous manque de parfois, parce qu'il y a encore des morceaux dans la musique qui sont inexpliqués, ou il y a aussi la transmission orale qui a fait que ça a altéré de temps en temps quelques morceaux musicaux, et c'est très important que des gens qui ont étudié la musique puissent aussi avoir un regard sur ce patrimoine. Aujourd'hui, l'expliquer aussi aux journalistes par la même occasion pour pouvoir aussi peut-être mieux comprendre cette musique, mieux l'expliquer au grand public, à un large public, vulgariser aussi un peu plus. Oui, tout à fait. Et puis, la Nouba, par exemple. Il n'y a pas mieux que la compréhension. Souvent, on n'aime pas quelque chose parce que cette chose est mal comprise. Et des fois, il y a quelques personnes, ça peut arriver, qui ne connaissent pas cette musique et qui ont un regard peut-être un peu négatif, ou alors vieux jeu, oui, c'est une musique pour les vieux, alors que pas du tout, c'est une musique qui parle d'amour, c'est une musique qui parle de nature, qui a aussi un côté spirituel. Je veux dire, on peut se retrouver à n'importe quel âge. C'est vrai, moi j'adore parce qu'à chaque fois qu'on a eu l'occasion de recevoir donc, des personnes qui allaient faire des spectacles, qui nous parlaient de leur programme, etc., on parlait donc des textes. Et les textes, moi je trouve qu'ils sont très forts et les mots sont très bien choisis. Des fois on a même du mal à comprendre la profondeur du texte. Il faut vraiment avoir une culture générale assez importante. Ceci dit, on n'est pas obligé d'avoir cette culture très importante pour pouvoir interpréter le morceau. Les maîtres pour expliquer. Chacun interprète le morceau par rapport à son vécu. C'est important aussi pour ne pas mettre de barrière, ne pas dire c'est inaccessible, pas du tout. Ça reste quand même accessible et chacun a cette accessibilité à son niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être docteur en littérature ou en philosophie pour pouvoir comprendre le texte, mais ceci dit, on a besoin aussi de ces gens-là pour nous expliquer toute la profondeur du texte. Pour qu'on puisse l'aimer encore plus. Oui, c'est beau quand on les écoute bien et qu'on a l'explication. Alors parlez-nous un petit peu du spectacle du 21, comment ça va se dérouler, en combien d'heures enfin. Alors une rentrée en Nouba sans Nouba n'est pas une rentrée en Nouba, donc il y aura évidemment une Nouba. On va commencer par une touchia qui est la touchia Kbira à l'école de Tlemcen. C'est une pièce musicale majestueuse qui dure à peu près entre 13 et 15 minutes, ça dépend la vitesse à laquelle on la joue. Et puis on entamera avec une Nouba Hsine avec beaucoup de morceaux
très complexe et qui, donc en fait, toutes les personnes qui s'intéressent vraiment à la musique andalouse, c'est vraiment le concert qui est dédié aux gens qui aiment la nouba. Puis il y aura les hommages avec Cheikh Boukli. J'aurai le bonheur de chanter avec lui. J'espère qu'il pourra. Enfin, je ne vais pas tout dire parce que il y aura quelque chose. Mais donnez envie surtout. Voilà, il y a une petite surprise qu'on réserve au public. Et puis bon, Cheikh Haznaji ne pouvant donc pas venir, nous allons quand même lui rendre hommage. Et puis nous entamerons le deuxième programme avec un Aroubi qui est donc vraiment de l'école d'Alger. Et puis voilà, après on finira avec notre Khoudoum el-Habib parce qu'on finit toujours avec Khoudoum el-Habib. D'accord. Et bien sûr, le public averti sera donc au rendez-vous. Pour tous ceux qui aiment la musique andalouse, ils seront là. Il y aura peut-être des élèves aussi, des associations musicales, des maîtres aussi, des présidents d'associations qui seront présents. Oui, nous avons invité quelques chefs d'orchestre et quelques présidents, même ceux qui viennent d'Oran, comme par exemple Cheikh Mokhtar Halel, qui est donc l'élève de Cheikh Seqal. Comme on rend hommage à tous les maîtres, on avait envie que aussi leurs élèves soient aussi parmi nous, mais aussi des chefs d'orchestre de l'école d'Alger. Il y aura bien sûr Cheikh Boukli. Et puis voilà, donc le public c'est important. On fait ce concert pour le public. Ils vous suivent, le public vous suit bien sûr, et tous ceux qui sont habitués, ils ont l'oreille musicale surtout, qui aiment la musique carbo-andalouse, seront présents, j'imagine. Nous l'espérons en tout cas. Voilà. Sinon, parlez de l'orchestre, parlez un petit peu de ces jeunes aussi qui vous accompagnent tout au long de vos différents concerts que vous donnez. Alors, l'orchestre, évidemment, nous, avec Leïla, on choisit, j'ai envie de dire, les meilleurs, des musiciens très talentueux qui jouent avec d'autres artistes aussi, mais le fait de faire cette composition, vous savez, c'est la composition, c'est comme une recette de gâteau. Les ingrédients sont là, mais c'est la composition qui fait la différence. Et voilà, donc nous, on a essayé de choisir des instrumentistes qui puissent jouer ensemble. Et j'insiste sur le mot ensemble, parce qu'un musicien qui joue tout seul, c'est pas très intéressant. Dans un groupe, c'est cette manière de jouer ensemble tout en mettant en valeur ses propres compétences. Donc voilà, donc c'est un orchestre qui est composé de musiciens tlemcéniens, d'Oran, d'Orléans, d'Alger, pas de Malouf parce que c'est un genre qui est un petit peu éloigné de ce que je joue d'habitude, même si de temps en temps je m'y intéresse. Mais ceci dit que l'école d'Alger et l'école de Tlemcen sont deux écoles tellement proches que moi j'aime bien m'entourer aussi de musiciens des deux écoles. Voilà, et puis travailler aussi, on a l'habitude de vous voir sur les réseaux sociaux, vous partagez quelquefois quelques bons moments, quelques répétitions aussi entre vous. C'est assez agréable de comprendre comment le groupe fonctionne surtout. Oui, ça intéresse beaucoup le public, on a remarqué qu'ils aiment bien voir les coulisses et nous, ça ne nous dérange pas, bien au contraire, pour nous c'est un partage de plus et comme on adore partager, donc on n'hésite pas. Les répétitions, c'est vrai que c'est un moment très particulier où on construit le spectacle. C'est l'arrière-plan du spectacle. Il y a beaucoup de petites choses à revoir. Il y a une très bonne ambiance. On s'entend tous très bien. Sûr. Il faut avoir aussi une force aussi pour monter sur scène. Il y a toujours le trac un petit peu avec l'ensemble donc des musiciens. Il ne faut pas faire de fautes. Il faut être parfait. Il n'y a pas un instrument qui n'est pas bien accordé. Surtout la nouba. La nouba est très exigeante. Donc moi, je suis particulièrement stressée lors du concert de la rentrée en Nouba et je le montre beaucoup aux musiciens ils me rassurent évidemment et des fois on a des petits couacs en répétition et puis sur scène, hop, c'est la magie. C'est la magie, oui. Mais face au public, ça y est, c'est juste le premier mot qui compte et ensuite… Mais le trac, c'est important. Vous savez, c'est pour un artiste… C'est motivateur. Oui, et puis un artiste qui n'a pas de trac, il me semble que c'est un artiste qui n'a pas pas compris grand-chose à la scène. C'est sûr. En tout cas, parlez un petit peu de votre actualité, sinon vous avez un album en préparation. Alors, l'album, on l'a sorti l'année dernière, donc on va le laisser un petit peu souffler, donc Massar. Mais nous avons aussi une participation au Festival du Monde Arabe à Montréal le 8 novembre, donc pour toute la communauté algérienne qui se trouve à Montréal.
Montréal, nous les retrouvons donc le 8 novembre à Montréal. Et puis voilà, après il y a quelques travaux aussi que j'ai fait où j'ai enregistré un podcast pour les contes de Mohamed Dib aussi, j'ai prêté ma voix. Et voilà, donc il y a quelques petits travaux comme ça. Il est toujours ouverte à toutes les propositions, nouvelles expériences aussi, que ce soit dans la comédie, ça soit... Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, il y a une petite chose qui se prépare quand même pour le mois de Ramadan. Et puis bon, oui, je suis très ouverte, mais attention, ouverte ne veut pas dire accepter tout ce qui se présente à moi. C'est important aujourd'hui pour moi de bien choisir mes travaux, d'abord parce que je prends de l'âge, n'est-ce pas? Ça se voit pas, hein. J'ai besoin aussi de me concentrer, de me canaliser, et puis surtout la musique prend quand même toute la place. Exactement, beaucoup de travail. Il faut toujours rester, bien sûr, concentré, au top aussi pour ce qui est donc de la représentation que vous faites. Hein. C'est important, bien entendu. Oui, c'est une lourde tâche. Oui. C'est un respect pour le public d'abord, et puis moi, dans mon éducation, je ne sais pas faire autrement. Autre chose, ouais. Voilà, et autrement, tout à fait. Merci beaucoup, Lila. Donc, Leïla Boursali, qui est toujours rayonnante quand il s'agit de parler de musique andalouse. Je peux rester des heures. Voilà, c'est toujours un plaisir. En tout cas, bonne chance pour ce spectacle. Le premier donc, de toute la saison. Ça sera donc à l'Opéra d'Alger le 21 au soir, c'est cela? À 19h. À 19h. Ça s'appelle Watr wa Wafa fi Hadrat al-Shuyukh, c'est cela? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Et bon courage pour le concert. Merci. Voilà. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Afef Belhouchet qui nous fait donc découvrir la semaine culturelle algérienne à Paris. On se retrouve juste après. Les panneaux sautent aux yeux. Partout dans la ville de Garges-les-Gonesse, elles s'affichent aux entrées des quartiers, sur les murs, dans les allées. La ville vit une semaine durant au rythme de l'Algérie. La culture algérienne y est célébrée à travers plusieurs expositions, dont celle-ci consacrée à l'artisanat et aux arts traditionnels du pays. On est toujours fiers de représenter notre pays et de montrer son savoir-faire et de faire connaître nos jolies traditions. Nous voulons promouvoir encore une fois l'ouverture de la culture algérienne au niveau de cet événement exceptionnel. Les gens à venir, enfin les générations à venir, l'exemple, même Cet événement a pour fil conducteur la transmission, un thème que le maire a voulu faire coïncider avec les commémorations du 17 octobre 61, manière originale et sensible d'ancrer cette page tragique de l'histoire dans la mémoire collective. Il y a 2 ans, la ville innovait déjà en inaugurant une stèle numérique dédiée aux martyrs. Sur le fond, c'est important de créer cette stèle, on est d'accord, beaucoup le font, mais l'idée innovante de la faire sur le sujet, l'axe numérique, c'était finalement quelque chose pour aller plus loin, pour faire en sorte que les scolaires, les associations, le tout venant puissent venir avec son smartphone et découvrir, aller plus loin. Et du coup, c'était tout naturellement qu'avec les liens que la ville de Garges entretient avec l'Algérie et aussi du coup avec l'ONG Oshi, de pouvoir monter cette belle semaine de Garges autour de l'Algérie. L'initiative est portée par la Fondation Oshi, habituellement engagée dans les actions de solidarité. Mais elle a inscrit cette commémoration dans son calendrier annuel en hommage à l'attachement indéfectible de l'immigration algérienne à la commémoration du 17 octobre 61. Il ne faut pas oublier le 17 octobre 61 où des milliers de personnes qui ont été jetées à la Seine. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas le nombre de personnes décédées, et sans parler des disparus. Et à travers ça, donc, on voudrait justement commémorer chaque année ces martyrs qui ont été assassinés par Maurice Papon le 17 octobre 1961. Expositions, concerts, projections de films et rencontres avec des artistes et des intellectuels venus d'Algérie rythmeront ces journées de célébration avec le point d'orgue, la cérémonie officielle demain devant la stèle, un moment à la fois solennel et fraternel.
sur le plateau, ils sont bruyants, on les retrouve comme chaque dimanche, ils chantent encore déjà Yazid, ça papote, Donc, ils sont là, donc, allez, on commence par toi Yazid, bonjour. Bonjour, et c'est riche et varié, ça va. Hier, j'étais à la Villa Boulkine, c'était vraiment magnifique. Ah oui, je confirme. Le Festival de la création féminine, on va en parler tout à l'heure peut-être, mais en tout cas, on parlera aussi de l'actualité de notre patrimoine avec Samira. Bonjour Samira. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Très bien. On va à Betna aujourd'hui. Oui, on va aller à Betna. Oui, pour un patrimoine, un site mixte. Attends, on doit dire bonjour quand même. Ah pardon, moi je vais démarrer. J'ai démarré. On la laisse finir. Elle plante le décor, c'est-à-dire elle parle donc du thème. Et après, on parle à Samira, on parle à Hala. Voilà. Alors, c'est les systèmes ouassiens des gorges du Roufi et puis d'Oued le Biod. D'accord, très bien. Fella, bonjour. Bonjour. Toujours là, Fella, avec nous, bien sûr, l'actualité de notre communauté établie à l'étranger. Les Algériens du monde, n'est-ce pas? Exactement, et on a un programme riche pour ce matin à annoncer. Tout à fait. Déjà pour le 17 octobre, vous étiez là, et tu étais là, pardon, pour nous, bien sûr, nous rappeler l'importance de cette journée qui était une journée très riche en matière très symbolique aussi, d'évocation, d'hommage, n'est-ce pas? Qui est très importante pour la communauté notamment, et qui a été cette année aussi forte que toutes les années précédentes. Et je rappellerai peut-être que pour la première fois, la Grande Mosquée de Paris a rendu hommage aux victimes du 17 octobre avec la levée des couleurs et un dépôt de gerbes de fleurs, et ça c'est une première pour voilà, et on va en parler en détail avec toi tout à l'heure. On va commencer par Samira, bien sûr, c'est tout de suite la rubrique Écume et patrimoine. On va aller aux gorges du Roufi, on va aller à l'Abiad. Oui, on va aller chez les... Oued l'Abiad. Oued l'Abiad, oui. Oued à la blanche. Oued l'Abiad. Oued à la Khara. Il n'est pas blanc, moi je trouve qu'il n'est pas blanc. Mais... Oui, Oued à la Khara, Oued à la Blanca. Oui, si on veut. Oui. Il a son importance, il est très important dans l'histoire de la région. Oui. C'est par ce Oued que tout s'est constitué, c'est-à-dire que toute l'histoire de cette région, c'est les habitants, l'architecture vernaculaire qui est magnifique, et puis toute l'histoire, on va dire, militaire. La région est connue. C'est Betna, on est chez les Chaouia. Les fortifications, bien sûr. Tout ça rentre en ligne de compte. Tout ce le génie militaire. Voilà. Le génie militaire, exactement. En tout cas, on continuera à parler de Betna demain, mardi, puisque Smaïl Belkhaïdia fait une spéciale au niveau du musée de Timgad, magnifique, avec des intervenants extraordinaires aussi qui parlent de leur région, natifs de la région, qui en parlent parfaitement bien. Alors, en avril de cette année, 2025, le CNRPH, donc le ministère de la Culture par le biais du CNRPH, a inscrit de nombreux monuments, sites, vestiges, et les systèmes oassiens des gorges du Roufi et de Oued l'Abiad en font partie. Ils ont une valeur exceptionnelle. Le site, c'est un site mixte, c'est un massif des Aurès qui s'étend sur 2 wilayas, donc qui est Betna et Biskra. C'est sur une superficie de 5000 km. C'est c'est un lieu qui a une très très longue histoire qui commence du paléolithique jusqu'à nos jours. C'est un endroit qui a attiré de tout temps on va dire des conquérants, des gens qui voulaient s'accaparer du lieu alors que le lieu est pratiquement imprenable. On a des villages on a la musique d'abord de la région qui est la Ghasba. On a des villages des Deshra, villages qui sont construits en terrasse, une agriculture qui est pratiquée aussi en escalier. On a un oued qui a permis la fertilisation, donc on est entre le Tel et le Sahara. Il a permis la fertilisation d'abord des arbres fruitiers, et ensuite des dattiers. On n'est pas très loin c'est dans le massif donc aussi de Biskra. On a des traces qui remontent à l'époque romaine, avec une inscription qui est inscrite dans le rocher,
Elle rappelle le passage des Romains, notamment de la 6e légion de Ferrata, donc ceux qui sont couverts de fer. C'est un détachement militaire donc créé par Jules César. Il a été fait alors à Batna, dans cette région, sous le règne d'Antonin le Pieux. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont ouvert une voie de communication. Ils ont tracé à travers des montagnes. C'est très difficile d'accès. Les Français ont tout fait, pendant la colonisation j'entends, ont tout fait pour essayer de retrouver cette voie à partir de cette inscription qu'un ingénieur, un archéologue a trouvée grâce à un habitant de la région. Exactement. On voit que les chemins sont construits sur les flancs de montagne. On peut y accéder. Il y a un hôtel qui a été construit en 1920. C'est aussi un vestige ancien. C'est l'ancien hôtel transatlantique. Pourquoi il est important lui aussi? C'est du côté d'Alcantara, je pense. C'est dans le Roufi. Oui, c'est dans le Roufi. Voilà. On peut voir, ça existe toujours. Ça veut dire qu'il y avait déjà du tourisme à l'époque. Donc c'était ouvert. Il y a l'eau, il y a tout. Oui, alors il y a ils étaient précurseurs de ce tourisme circulaire, solidaire. Surtout les maisons sont pratiquement bioclimatiques. Tout à fait, et la terre est fertile. Le premier critère, elle est fertile grâce à l'Oued, parce que les villages sont construits, on va dire, de manière linéaire, tout au long de l'Oued. Il n'y a pas que ce Oued, il y a deux Oued qui se croisent, celui donc bien sûr le Bird et celui de Fedala. Il y a un axe des Tamarins, c'est les routes, les massifs, il y a beaucoup de Djebel. Alors à Ichouken, c'est pas très loin de Batna, je pense 35-40 km à peu près. Il y a des nécropoles néolithiques. Ce sont des tombes, des tumulus. Il y en a probablement des milliers. Alors eux racontent l'époque numide. Donc on a plusieurs époques, donc ça va du paléolithique jusqu'aux Romains, en passant par les Numides. Les Numides étant les habitants avant l'arrivée des Romains, avant l'arrivée des Numides, des Français et de toutes les... je veux dire que ce soit les Omeyyades ou les Turcs, parce que les Turcs aussi ont essayé de s'accaparer de la région. Donc on a cette inscription qui est romaine, qui est de l'époque des gravures rupestres romaines. On a les Ichouken, on a des greniers. Des greniers, il faut que je lise le nom. Donc, la numidité, le grenier de Rome. Oui, tout à fait, ça a toujours été le grenier. Alors, bien avant les Romains. Donc, c'est les Gla d'Iglefen. Alors, c'est très important, on y reviendra plus tard. Ce sont des espèces de greniers construits dans la roche. Les enclos. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est comme des fameuses grottes, en fait, comme des grottes. Silos, Voilà. Exact. Qui sont très importants. Qui sont exact, c'est ça. Il y en a en Kabylie. Ils ne sont pas pareils, chacun son architecture. Alors, il y a une association locale qui fait absolument de son mieux pour essayer de préserver ce vestige, puisqu'il y a eu un appel d'abord international. Parce que ça existe aussi en Libye, parce que ça existe aussi à Malte, ça existe aussi en Tunisie, mais ça existe sous une autre forme. Frigos. C'est les frigos, c'est les silos comme Yazid a dit. C'est aussi la notion de partage social et la vie communautaire. Parce que si cette région a perduré dans le temps et telle qu'ils sont aujourd'hui avec leur architecture, c'est parce qu'ils ont vécu d'abord en autarcie, dans l'isolement. Ils ont été autosuffisants et ils ont utilisé tous les matériaux, matières qu'il y avait sur place pour survivre. Ils ont survécu à un climat très difficile, une amplitude de 30 à 60 degrés. La région, on est entre le désert et c'est très sec, mais il y a toute cette verdure autour. Les gens se sont adaptés, mais surtout les Chaouiyas sont connus pour leur tempérament. C'est une région militaire, ça nous rappelle Mustafa Ben Boulaïd, ça nous rappelle aussi Anagreki, puisque Mena, je confonds toujours avec Mena, c'est pas très loin, on est dans la région. Tout ça, même les paysages de la région sont classés, sont parmi les critères. On les a vus passer, exceptionnels. Voilà, et puis, on n'est pas loin de Batna, donc encore une fois, avec ce large éventail de bien sûr tout ce qui est aussi le gorge des Terranimines aussi. C'est là où il y a l'inscription romaine.
Il y a des fabuleuses mosaïques aussi à découvrir, absolument une des plus belles, certaines qui sont uniques au monde, hein, aussi, surtout. Alors, les mosaïques. Du côté de Timgad, je pense. Plutôt, plutôt dans le prolongement, voilà. Mais à l'époque, si on veut, le centre, c'était donc des Romains, c'était Lambès, le centre politique, militaire. Mais après, ils se sont étendus. Mais pas que, hein, tout le monde. Personne ne s'installe par hasard. Si la Légion, la 6e Légion est venue là-bas, pour construire une voie de communication, c'est qu'il y avait déjà un passage qui était... Et ce passage, pendant la colonisation française, a posé un réel problème. Parce que le lieu, c'est escarpé, exactement. C'est un relief escarpé. Il n'y a que les gens de la région, les autochtones, les anciens, qui connaissent et qui maîtrisent aussi. Il y a un écriteau du côté de, je pense, du côté de Timgad, où l'on peut lire... Pour les habitants de l'époque, pour eux, la vie, c'était se chasser, sourire, se baigner, oui. Jouer, la belle vie, quoi. Et rire. Et rire, tout à fait. C'est exactement. Et à mon avis, c'est à Jumila. Vous allez le retrouver dans l'inscription que montrera ce mardi Smaïl Belkhaïdia dans son émission d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un site mixte qui va être classé, Inch'Allah, prochainement. Il est déjà sur la liste donc, de l'UNESCO. Ça veut dire qu'il est dans l'inventaire. C'est un site qui a déjà été classé il y a longtemps par l'Algérie. C'est un patrimoine national. C'est un lieu extrêmement touristique. J'ai envie de dire, ils n'ont même pas besoin de publicité. Ils reçoivent des touristes étrangers Il faut éviter ce tourisme de masse aussi. Le tourisme de masse parce qu'il nuit énormément puisque l'architecture est très fragile. Un peu culturel, un peu scientifique, écologique. Je pense que c'est ça qu'il faut. C'est fait de terre, donc de taupe et de bois. Donc généralement les troncs de palmiers. C'est ça. C'est très très fragile. C'est des maisons bioclimatiques. Bioclimatiques. Voilà. Et les grottes presque troglodytes. J'ai oublié de dire, c'est l'un des critères principaux. Il y a les maisons donc, qui sont en architecture vernaculaire, mais il y a aussi les grottes, ce sont des grottes. Et il y a eu des traces, alors pour les gorges du Roufi, c'est semi-troglodyte, on a trouvé la présence humaine de l'homme dans ces grottes. C'est extrêmement important. Tout à fait. Donc c'est une trace préhistorique. Ça protège des intempéries, l'humidité. C'est super, peut-être pouvoir aussi y vivre. En tout cas, aujourd'hui, ça revient. Hein. Ça s'est jamais arrêté pour Batma. Voilà. Nous, ce qu'on regrette toujours, ce qu'on déplace, sont les chasseurs d'or et les chasseurs donc, de trésors qui viennent creuser à même la roche en espérant trouver des pièces de... Sinon, on parle donc de classement peut-être prochainement. Alors déjà, classement sur l'inventaire de la liste indicative de l'UNESCO, ça a été publié sur leur site. L'Algérie a inscrit là, cette année plusieurs dossiers. Bon, après, ça prend du temps. L'UNESCO se réunit tous les 2 ans et puis c'est un dossier à la fois pour chaque pays. On peut être parfois sur des dossiers mixtes, c'est-à-dire on partage... c'est ça. Et pourquoi pas, peut-être, on ira prendre des vacances d'automne là-bas, pourquoi pas. Tous les 4 ans. Faire le bon choix d'Algérie. On fera notre émission de là-bas, Yazid, oui, pourquoi pas. Sur l'un des balcons, oui, ça en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et surtout, encore une fois, rappeler l'importance donc de médiatiser ces textes et surtout mettre la lumière sur ces dossiers de classement. Ces dossiers de classement, préparation. Ces lieux. Surtout pour les protéger, pour les inscrire pour l'humanité. Merci beaucoup, Samira. Merci, Amel. Donc, tu vas rester avec nous. Cette fois-ci, on va s'intéresser à notre histoire, surtout, et programme de Fella. Bien sûr, tout de suite, c'est avec, bien sûr, la rubrique Algérien du monde de Fella Benour. Alors, il n'y a pas de jingle. Algérien du monde. Algérien du monde. Le 17 octobre, c'est vrai, on en a parlé le vendredi. Vous étiez là aussi à nous montrer certains témoignages donc, de la communauté qui ont voulu faire des vidéos pour vous, pour rappeler encore une fois l'importance donc de s'asseoir et surtout de parler, revenir sur cette date, triste date du 17 octobre 61. Surtout remercier Ahmed Jamaï, Karim Alam et toutes les associations
Zarzour, Sherif Sharfi, toutes les associations du collectif du 17 octobre qui a travaillé depuis longtemps. L'an dernier, dès que la dette se termine, il commence déjà à réfléchir et à préparer l'an d'après. Et vraiment, il faut les saluer parce qu'ils font quand même, ils prennent de leur temps pour enregistrer et faire le nécessaire et pour diffuser le plus largement possible. Pour cette matinée, on ira d'abord à Hambourg, en Allemagne. Ça sera l'Italie, Paris. Et on reviendra au Centre culturel algérien de Paris. On va commencer par cette visioconférence qui a été organisée hier par le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Et l'échange, on voit à l'image, l'échange qu'il y a eu entre Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État, auprès des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, avec des jeunes algériens à Hambourg. Et au final, il les a accompagnés jusqu'à l'ouverture du Centre culturel algérien. Et c'est une première dans cette ville qu'on appelle c'est une première cette ville qu'on appelle la ville des ponts. Pas suspendu. Des ponts. Des ponts. Et voilà, donc c'est quand même un événement à saluer. Rappelons qu'il va y avoir beaucoup de centres culturels qui vont être ouverts dans plusieurs capitales et villes européennes, et pas que, même en Amérique. Voilà, donc en attendant... on préparera le billet pour y aller. Mais non, peut-être. Sur algérienne, en attendant, on va attendre. Oui, voilà. J'espère que je vais recevoir le programme du centre culturel à Hambourg. Vous aurez de la matière. Absolument, absolument. À l'occasion, je tiens à remercier le consul de Nanterre aussi, qui a été mobilisé, qui a été disponible surtout pour nous fournir aussi toutes les informations possibles. Farid Bessaad. Donc voilà, c'est fait. On reste toujours dans les commémorations et l'événement du 17 octobre. Le 25, il va y avoir une rencontre autour du chercheur, historien Jean-Luc Enodi. Il faut savoir qu'il y a une année, une association est née à sa tête Daniel Kepferstein. Peut-être rappeler d'abord que Jean-Luc Enodi a été le premier à publier un livre en 1999, une réédition. Merci de le rappeler. Il a été censuré une première fois et où il a raconté les événements dans le détail précis. La bataille de Paris. La bataille de Paris. Et il a utilisé les photos de Elie Kagan pour justement prouver, on va dire, c'est des preuves. La véracité, bien sûr, des faits. Surtout que la presse française à l'époque. Et Daniel Panigel, je pense aussi. Panigel, il a fait un documentaire. Panigel, un peu plus tard. Tout à fait. La presse française de l'époque avait complètement zappé l'ampleur de cet événement. Je ne pense pas que c'est pour juste la vérité historique. Daniel Panigel, il l'a écrit peut-être juste après le 17 octobre 61. Il a documenté, il a fait un documentaire, mais ils ont censuré. Ils ont censuré, bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a eu toute une omerta, tout un... Oui, bien sûr. Oui. Et là, l'Italie aussi. Cette rencontre qui aura lieu le 25 à partir de 13h à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris et qui aura comme axe, bien sûr, toutes les recherches qu'a entrepris Jean-Luc Enodi. Il va y avoir Emmanuel Blanchard, Elsa Enodi, Sherif Sharfi, Kahina Ait Mansour, Mehdi Lalaoui, Edoui Plenel et Gilles Manseron. Donc il va y avoir vraiment des thèmes très intéressants à découvrir lors de cette rencontre. L'Italie. On reste avec le 17 octobre et c'est une première en Italie. Et on salue à l'occasion Madame Antonietta Cotico-Mettini qui est algérienne. J'ai un seul trait. L'association porte le nom de
Team GAD. Voilà. L'association Team GAD qui organise un événement autour du 17 octobre le 25. Oui, voilà. Antonietta Cotti Comettini. Alors, justement, on a des images là. On a une vidéo d'Antonietta, Madame Antonietta, qui a fait un effort, il faut le dire, à traduire un documentaire en italien. Et qui a fait appel à une journaliste italienne et une animatrice en langue arabe pour expliquer, pour revenir sur ces événements. Pour ces événements, c'est pas évident pour la jeune génération, surtout la jeune génération qui est en Italie. Et ça, c'est vraiment un effort à saluer et à encourager. Donc on verra peut-être on va voir la vidéo extrait et on y va. Chers compatriotes, chère diaspora algérienne, au nom de l'association culturelle italo-algérienne Team GAD et autant que présidente Antonietta Cotti Comettini, nous vous invitons à participer le vendredi 25 octobre au centre MICS à Brescia, in via Milano. Pour la première fois en langue italienne, nous projetterons un film consacré à l'histoire du 17 octobre 1961 réalisé par l'association Team GAD. Nous rendrons hommage à l'histoire de la jeune algérienne Fatima Dibar et nous ouvrirons un débat sur la journée de l'immigration des Algériens. Les autorités algériennes et italiennes seront présentes. Cette rencontre, c'est un véritable moment de mémoire, de culture, de fraternité. Nous vous attendons nombreux. L'invitation, elle est ouverte à tous. Vous êtes les bienvenus. Merci. De retour sur le plateau, donc on a pu l'écouter. Donc, on a écouté Antonietta Cotti Comettini. J'aime bien son nom. C'est Madame Dermouchi aussi. Elle est originaire de Annaba. Sa maman est originaire de Annaba. Son père est italien. Très attachée à la culture algérienne et au patrimoine algérien, à l'Algérie tout court. Elle va rendre hommage à l'occasion à la plus jeune victime du 17 octobre, des événements du 17 octobre, à savoir Fatima Bedar. Et il va y avoir bien sûr une exposition et une conférence qui va revenir aussi sur la journée nationale de l'émigration. Voilà, donc ça c'est concernant, et en présence bien sûr des représentations diplomatiques. Donc je rappelle que ça sera le 25 dans la région de Brescia, en présence des représentations diplomatiques. Et ça va être début d'après-midi, je crois. Brescia, je rappelle, c'est dans la région de Lombardie, dans le nord de l'Italie. On va parler d'une autre association, cette fois-ci à Paris. DayZ, cette fois-ci DayZ. C'est un collectif qui regroupe un bon nombre de la communauté algérienne, mais aussi des Algériens de cœur, passionnés de la culture algérienne et du patrimoine algérien. Ils sont à peu près 350 adhérents, mais des dizaines de bénévoles quand il y a des événements. Donc voilà, l'association qui est présidée par Smail Chertouk va nous présenter les grands axes et les grandes lignes d'un programme. Chertouk qui dit que non seulement on veut montrer la grandeur de l'Algérie de par son histoire, son patrimoine, sa richesse, mais aussi ce côté humain, le sourire, la générosité des Algériens. Voilà, on écoute Smail Chertouk. Pour le collectif DayZ va être au moins aussi riche que les des années qui viennent de s'écouler depuis la création de notre association. Au premier chef, nous allons proposer un grand concert de Chaabi le 2 novembre à la salle Colonne à Paris avec le maître du genre Abdelkader Chao. La deuxième chose, nous allons faire dans l'année au moins 2 éditions de notre grand format Algérie en projet. Algérie en projet, ce sont des événements qui rassemblent 200 à 300 personnes dans une grande salle, souvent parisienne, autour de 2 tables rondes et autour d'un thème important. Et les thèmes qui nous tiennent à cœur pour cette année, ça va être l'environnement, ça va être les cultures régionales algériennes et d'autres sujets encore tout aussi intéressants. La troisième chose est une grande nouveauté pour le collectif qui nous tient énormément à cœur. Nous allons lancer des cours de théâtre en Derja.
nous allons proposer aux personnes qui s'inscrivent de découvrir aussi bien le jeu théâtral, le jeu scénique et également la Darja. Et la dernière chose, c'est de continuer à proposer nos formats masterclass et afterwork pour privilégier la rencontre et la collaboration entre les membres de la communauté algérienne établie en France, etc., d'événements festifs, culturels, pour être au rendez-vous de notre objet social, célébrer l'algérianité, favoriser le partage entre Algériens et favoriser, promouvoir une meilleure connaissance de l'Algérie, géographie et territoire et histoire. Voilà, il a tout dit. Smaïl Chertouk, qui a fait d'ailleurs, on le rappelle, 2 livres, l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes, et un autre, Algérien de souche, étranger de souche. Étranger de souche. Et il y en a une autre qui va justement présenter son livre, oui. N'est-ce pas? On va juste rappeler, si tu permets, Amel, revenir sur le centre culturel algérien avec 3 rendez-vous importants. D'abord, hors champ, une exposition de Sedjel, Mustafa Sedjel, qui se poursuit jusqu'au 7 novembre. Donc, c'est une rencontre, c'est une exposition qui revient sur les massacres, sur ce qui est douloureux dans l'histoire, par rapport à l'histoire algérienne. Et il va y avoir aussi une rencontre avec l'illustratrice Tepti. Oui. Je me retrouve. Saadia Tepti. Saadia Tepti qui va aussi mettre en avant le tissage dans la culture algérienne, dans le patrimoine algérien, d'Arachné à Tessadit ou l'Odyssée du tissage. Il va y avoir aussi un concert organisé par l'association Au Cœur de la Fraternité avec Kamel Msbah. Ça va être le samedi 25 à 20h30. Pour Saadia Tepti, ça va être le 23 à 19h, le 23 octobre à 19h. Oui, on arrive on parle de la jeunesse, on parle de la transmission. On a là un exemple d'une écrivaine qui est journaliste, réalisatrice, qui a décidé de faire un livre pour revenir sur cette histoire de ses parents, cette histoire familiale, douloureuse aussi, et le questionnement sur l'identité. On va la voir tout de suite. On va la voir tout de suite. C'est Aïda Amara. Très bien, on écoute. Voilà. Bonjour Canal Algérie, merci de me recevoir. Je suis Aïda Amara, je suis journaliste et réalisatrice et je sors mon premier roman Avec ma tête d'arabe. J'y parle en fait des identités multiples, du fait d'être française de parents algériens. Mon père est Dihit Houssen en Kabylie et ma mère d'Annaba. Et dans ce livre, j'explore mon histoire familiale à travers plusieurs générations. J'y parle bien sûr des enfants d'immigrés dont je fais partie et de comment on est perçu en France, mais j'y parle aussi voilà, de l'enfance de mon père pendant la guerre d'indépendance en Algérie, de ma grand-mère Taous qui, elle, a élevé ses enfants dans un camp de regroupement pendant la guerre d'indépendance aussi. Et c'était une façon pour moi de rendre hommage à tous. Voilà, on a pu écouter donc cette dame, son livre est là. Bien sûr, elle dit que son père lui disait il faut être des lions à l'extérieur. Voilà. Et ça veut tout dire. C'est une phrase qui est percutante et voilà, donc c'était Aïda Amara. Alors, merci beaucoup. On va continuer, mais on va laisser. Excuse-moi, Yazid. C'est tellement riche. Donc, sans transition, voilà. Je reste sur le 17 octobre 1961. Et puis pour parler en fait de la région de Gennevilliers, donc pas loin de Nanterre, où il y avait une association, un collectif, le collectif des habitants du port de Gennevilliers. En fait, c'est des Algériens qui vivaient donc du côté dans des bidonvilles et ont été transférés dans un truc désaffecté du côté de port de Gennevilliers. Ils vivaient dans des conditions vraiment terribles. Ils n'avaient pas d'eau, ils étaient vraiment parqués comme ça. Ils ont oublié. Pratiquement de 1962 jusqu'à 1986, ils étaient là, ils étaient les oubliés. Et là, ces habitants, 180 parmi les familles, donc se sont rencontrés
donc à Gennevilliers, ils avaient retissé les liens et chacun parlait de son expérience, parlait de sa vie et tous ces lambeaux de vie quotidienne ont été pratiquement, oui, ils ont rassemblés et c'était autour d'un couscous, autour de gâteaux traditionnels. Ils se sont rencontrés pour en fait se réunir et puis participer à tous les événements qui rassemblent, etc. Et je remercie donc la famille Zouaoui, dans Toufir et sa sœur qui est élue donc à la mairie de Gennevilliers, qui ont aussi participé. C'est un excellent travail. Oui, qui font un excellent travail. Et vraiment, c'est voir tous ces Algériens qui ont l'Algérie au cœur et qui se sont rassemblés, qui rappellent ces moments difficiles. Parce que dans l'humidité, dans le froid, oui, dans la précarité. À l'époque, c'était pratiquement c'était un extrémisme qui les a, un extrémisme pratiquement qui était là, qui était présent, qui voulait parquer les Algériens et les oublier. Mais à Gennevilliers, pardon, à Yazid, où il y a eu des jeunes qui ont filmé un documentaire, qui ont été questionnés et interrogés des témoins, et qui l'an dernier, je crois, et qui ont fait un travail exceptionnel. Mais grâce au travail aussi des icônes de cette région de Gennevilliers, notamment Saad Absi, qui était pratiquement un héros du dialogue interreligieux, de la question de la cause palestinienne, et puis de Abdelrahman Zouaoui, également un ancien moudjahid qui a aussi tout donné. C'était le prof d'arabe, et quand ils étaient là-bas, tout le monde demandait, on se rappelle du prof d'arabe qui nous a enseigné, on est très très fiers de lui, etc. Vraiment, c'était un moment... Il y a un centre culturel aussi qui a été... Oui, le centre culturel Saad Absi, qui a été donc baptisé au nom de ce grand monsieur qui a tout donné pour la culture algérienne, pour la cause palestinienne et pour le dialogue et la tolérance entre les religions. Vraiment, c'était un moment de fraternité, un moment de camaraderie. C'était vraiment très, très... Émouvant, hein, oui, j'étais vraiment dans cette immersion et j'ai beaucoup aimé ce moment. Et bravo et chapeau pour le collectif des habitants du port de Gennevilliers. Voilà, et surtout rappeler encore une fois que c'est important de témoigner, c'est important d'écrire, c'est important donc de raconter, de faire des films. On a des livres, on va montrer des livres donc, qui ont été traduits en arabe. Hamlet Octobre al-Iqabiyya, donc la sauvagerie coloniale pendant ce 17 octobre 1961, et Dawr al-Muhajirin al-Jazairiyin bifiransa fit Tawra, le rôle des immigrés algériens entre 1954 et 1962, édition OPU, voilà, OPU, voilà, et c'est écrit aussi par Ahmed Asmani, et là c'est une traduction de Abdelkader Bouzida, pour ne pas oublier. Voilà. Et puis, on a un le silence du fleuve, encore une fois. Voilà, le silence du fleuve. Le silence du fleuve. Edif 2000. Et voilà. Et c'est l'auteur. C'est un collectif d'auteurs. Non, c'est une édition. Il y a le nom. À l'intérieur. Oui, je ne vois pas. Voilà, vous pouvez citer quand même le nom. Voilà. En tout cas, c'est la fin. C'est Anne Tristan. D'accord. Donc, c'est Anne Tristan. Il faut remercier le centre de recherche historique d'Elbiar. Anne Tristan, voilà, j'avais pas vu le nom. C'est le Centre national de recherche sur l'histoire du mouvement national et de la Révolution. Merci beaucoup à vous trois. Donc, on vous dit merci. Donc, à dimanche prochain. Demain, Samira. Et bien entendu, quant à nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas, notre programme continue juste après le bonjour. Il y a donc l'instant matin avec Mariam Oussaïd et son invité. Quant à nous, on vous dit à demain à 8h. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Au revoir.